Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la caméra que j'utilise pour avoir un rendu cinéma, que ce soit dans mes vidéos de voyage, par exemple celle de Californie ou celle de Bali, ou encore quand je vais avoir de l'ultra ralenti, du slow motion à 100 images par seconde. J'ai nommé, mais je pense que vous l'avez déjà reconnu, le Canon 1DX Mark II. Pour commencer, j'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous souhaite tout le meilleur pour 2019, que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle et évidemment de faire de magnifiques vidéos. Cette vidéo s'inscrit dans la lignée de celle que j'ai fait avec Guillaume Bruchon et avec Julien Fabreau où on parlait de trois caméras, le A7R III, le 1DX Mark II justement et le GH5. Mais dans celle-ci, on va parler spécifiquement de ma caméra principale, donc le 1DX Mark II. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, j'ai deux caméras, le 1DX Mark II que j'utilise pour toutes les vidéos cinématographiques, des vidéos que je tourne en 4K à 50 images par seconde ou alors encore en ultra slow motion puisque c'est une caméra qui est vraiment faite pour atteindre ce look cinéma. Et de l'autre côté, j'ai le 6D Mark II qui me filme en ce moment, que j'utilise pour faire du vlog ou des tutoriels puisqu'il a un écran qui se retourne tout en conservant le look plein format de Canon que j'affectionne particulièrement. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo sur le 1DX Mark II qui a une particularité quand même, c'est d'avoir un tarif très élevé par rapport à ses concurrents. Et c'était important pour moi de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai acheté cette caméra et si j'en suis toujours satisfait en 2019. Comme pour la vidéo avec Julien et Guillaume, je me suis dit que ce serait une bonne idée de ne pas faire cette vidéo tout seul dans cette salle, mais d'être accompagné par un autre créateur. J'ai réfléchi un petit peu et il se trouve qu'il y a un autre créateur, justement un autre youtubeur qui a aussi un 1DX Mark II. Donc c'est parti, on va le retrouver tout de suite. Hey, bienvenue. Hello. Alors ça y est, le mystère est levé, on est donc avec Romain de la chaîne Tech News et Test. Voilà, il l'a dit mieux que moi. Alors qu'est-ce que c'est Tech News and Test pour ceux qui ne connaissent pas? Écoute, je présente depuis plus de 5 ans tous les produits qui s'allument et qui s'éteignent et qui me passionnent en vidéo. Voilà, je pense que le résumé peut pas mieux se faire que ça. Et aujourd'hui là, on se retrouve dans les tout derniers locaux qu'on a présentés en vidéo récemment sur ma chaîne. Parce que Romain vient de changer d'espace de travail. Exact. Et vous venez d'emménager, toi ça. et ton équipe, on va aller voir dans un instant. C'est ça. Dans ces beaux studios. Est-ce que tu ne ferais pas un petit tour? C'est parti, on découvre ça. Ici, t'as tout l'espace multimédia. Il manque une grande télé à ma droite. Là, c'est le fauteuil de papa, tu vois. On a tous les petits meubles. Alors on voit c'est quoi? Il y a quelque chose qui vient de déballer là. Et là, on vient de recevoir le petit Mozart. Ah. Pour justement des gros appareils. Voilà, stabilisateur qui va me servir durant le CES à Las Vegas. Et on s'apprête là du coup à tourner une petite vidéo pour savoir ce qu'il y a dans mon sac photo lorsqu'on part dans des événements tels que le CES. Il y a encore un peu la déco de Noël, tu vois. Derrière, t'as un petit bar avec l'espace plus cuisine électroménager. On passe petit à petit à l'espace où on travaille tous ensemble avec Florian et Augustin qui sont juste là. Donc là, tu accèdes direct à la petite partie coworking. Donc les locaux changent. Hello, hello. Assez rapidement, tu vois, donc Augustin bosse là en ce moment, mais il peut être amené à bosser sur le canapé, le salon. Il y a Clément de la chaîne Anonymal, t'as Hardis, t'as plein d'autres créateurs qui passent ici pour bosser avec nous. Là, t'as mon setup qui est pas encore totalement terminé, avec le bureau, tu vois, le canapé qui normalement est dans l'autre sens. Là, t'as mes bébés, tous les placards avec tous les produits. Ça, c'est du rangement qu'on peut utiliser. Non, attends, tu veux que je te montre ce que c'est que le rangement? Moi, je sais que le vrai rangement. Le rangement, c'est ça, mon pote. Tu sais exactement. Ah, tout est bien étiqueté. Quoi chercher et où chercher. Voilà, c'est assez pratique. Après, t'as le petit chariot amovible. Ça, c'est le rêve de tout vidéaste. Qui est juste ici, avec les derniers petits panneaux Nanolith qu'on s'est amusé à mettre. Ça fait des plans assez sympas niveau couleur. Là, t'as le setup montage vidéo. Donc, t'as les deux mêmes configs ordinateurs qui vont arriver là dans très peu de temps. On va avoir des écrans incurvés en 21/9, les 49 pouces de chez Samsung. Il y a la place pour monter. Donc je pense que là on va être bien pour monter avec des super belles configs avec les derniers processeurs Intel Core i9 et tout ce que tu veux pour monter proprement. Et là tu arrives dans la pièce, voilà, tu vas le sentir direct au niveau du son normalement, c'est beaucoup plus grave. Tu as des panneaux acoustiques au mur devant toi, deux rideaux partout, acoustiques également à chaque extrémité et surtout une table standing desk, ce qui fait que tu peux facilement la monter et la descendre électroniquement lorsque tu fais des plans sur des produits. Donc c'est vraiment là aujourd'hui où on tourne toutes les vidéos déballage et toutes les vidéos qui me ressemblent un petit peu puisque juste derrière toi, si tu te mets juste là, bah, t'as le fond. Tu veux quoi? Tu incrustes des choses sur ce fond ou... Même pas, en fait c'est vraiment le fond de mes vidéos, c'est le background des vidéos. Quand je suis assis là, tu vois, bah, tu peux passer, regarde. Allez, comme si j'étais en train de tourner. Je passe derrière. Regarde, on fait une intro. On fait une intro Tech News and Test. Exact. Alors je vais mettre pied en face. Allez, vas-y, go. Tu peux tout déplacer,
c'est fait pour tomber, c'est fait pour voilà. Ah bah là je suis bien là. Donc là je peux démarrer ma vidéo. Et c'est parti. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui je vais vous parler du Fujifilm X-T3. C'est pas vrai du tout puisque cette vidéo a pour but de vous parler du 1DX Mark II. Et bah oui justement. Romain, tous les deux on a le même appareil, on a un réflexe qui est, bon, certes très cher, mais Très cher. qualitatif. C'est un jouet de luxe. Le 1DX Mark II. Et je voulais un peu avoir ton avis, qu'on puisse parler un peu de cet appareil tous les deux. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'on en a besoin et où c'est complètement inutile. Et surtout, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est démodé en 2019? On peut répondre à toutes ces questions. d'y répondre. C'est parti. Et voilà, la bête. La bête. Les bêtes de 1DX Mark II, on a chacun le nôtre. J'aimerais qu'on parle de plusieurs points. D'abord la prise en main. Ouais. Ensuite la qualité d'image. Alors je vais pas être très objectif, je suis fan. En fait je suis fan de Canon parce que c'est tout ce qui a bercé mon enfance. Mon oncle adorait la photo amateur et à chaque Noël, anniversaire et tout, il avait un 5D Mark II ou Mark I je crois. Et j'arrêtais pas de prendre son appareil pour prendre des photos. Donc vraiment déjà il y avait que Canon qui rythmait ma vie parce que je connaissais pas autre chose. Un attachement Mais émotionnel. ouais mais t'y peux rien alors que Nikon aujourd'hui font des putains de réflexes et concurrence de ouf Canon sur plein de choses. Je les connais juste pas parce que j'ai démarré sur Canon. Ouais. Ensuite mon oncle il arrêtait pas tu vois de voir l'Index Mark II à l'époque, il était déjà sorti, ou le 1 en tout cas, et il me disait, tu vois, pour la photo de sport, c'est quand même incroyable, les rafales. À la base, le 1DX, faut le dire quand même, c'est un appareil photo. Exactement. Pour les photographes animaliers ou sportifs qui veulent déclencher. Et on l'oublie beaucoup aujourd'hui parce que les habitudes ont changé. Il y a de ça 6 ans, 7 ans, ça nous serait pas venu forcément aussi facilement à l'idée de filmer avec un appareil photo qu'aujourd'hui. C'est parti de là. Donc quand t'entends un mec proche, puisqu'il fait partie de ta famille, te dire H24, ah c'est fou, ah c'est fou, ah le 1DX Mark I, donc il y avait que le 1DX, donc en fait si tu veux j'avais un lièvre devant qui s'appelait 1DX Mark II et je me suis dit le jour où j'arrive vraiment à correctement entreprendre, à bien gagner ma vie, je me ferai plaisir pour mon équipe et en plus de ça, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui c'est un outil professionnel. Donc en plus de ça, j'ai cette facilité de conscience de me dire bon bah tu le rentabilises avec toutes les productions que tu fais, les voyages que tu peux transmettre et partager. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai atterri sur un 1DX Mark II, mais je me suis jamais posé la question est-ce que c'est l'appareil photo qu'il me faut ou la caméra qu'il me faut pour ce que je fais. J'avais pas besoin, c'était juste mon rêve de gosse. Reprenons depuis le début. Prise en main déjà, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est fou, à chaque fois que je vois un vidéaste qui prend là dans les studios l'1DX, il fait ah ouais quand même. Et attention, je critique pas du tout, tu vois. Mais c'est la même chose que si tu fais tester une Porsche Cayman, tu vois, ou une Carrera, entrée de gamme chez Porsche, ça reste quand même une bête de voiture, je critique pas. Et moi je me connais pas du tout en automobile. Donc... Une GT3 RS, j'ai même pas le permis, tu vois, mais t'as un peu cette différence là. Tu peux utiliser aujourd'hui des appareils Sony et tout qui ont une super bonne prise en main et tout. Maintenant, la prise en main en photo, je parle pour l'instant de la photo, on va venir après à la vidéo. C'est une folie, t'as l'impression d'avoir un énorme bousin, tu le perds pas, il est lourd donc il tient correctement aussi, quand tu l'as un peu à l'arrache dans la main, tu le sens, tu vas pas l'oublier non plus parce que c'est un gros objet, tu vois. Tous les boutons sont à ta portée très facilement, t'as plein de boutons qui sont configurables, aussi le grip. C'est un cube le 1DX. C'est vraiment un cube, c'est ultra simple pour toi de shooter directement comme ça, plutôt que d'être là à pas trop savoir. Voilà. On a un bouton juste ici de déclenchement avec une molette qui peut donc régler donc, la vitesse, et là pareil, donc en fait on peut le tourner. Et on a exactement la même prise en main. Quand tu filmes, il suffit que tu veuilles faire un petit plan ras du sol avec ton objectif stabilisé et au ralenti avec ce type d'appareil là qui nous permet, on va le développer plus tard, c'est que le grip tient tellement bien en main que tu peux vraiment le prendre juste du bout des doigts et marcher tout doucement à l'envers et ça te fait des plans de malade. Et ça aujourd'hui, il te faut des petits accessoires à droite à gauche qui coûtent certes moins que 6 000 € sur les autres appareils, mais tu vois c'est un tout, c'est un tout en un qui fait que tu fais de la photo. Les batteries tiennent longtemps aussi, puisque du coup comme il y a une batterie qui est assez énorme, c'est des bonnes batteries. C'est un tout en un qui fait que l'ergonomie pour moi c'est un ultra bon point fort tant que tu parles pas de poids. Parce que évidemment le poids, ça t'empêche de créer quand tu es en voyage. C'est un gros point négatif, quand je crée avec ce genre de produit là, je vais pas créer sur la longueur autant que si j'avais un appareil plus petit. Tu le compares avec un DJI Osmo Pocket, le DJI Osmo Pocket, tu reviens à la fin de la journée avec 500-600 plans différents. C'est sûr. Avec ça, tu reviens avec 150-200 plans. Donc c'est là où j'ai du mal à utiliser aussi le 1DX Mark II quand tu pars avec ta copine en vacances. Tu vas jamais le prendre au resto pour faire une photo avec ta copine. C'est impossible. C'est ce que j'ai fait à Bali, mais bon, c'est un peu compliqué. Tu fais chez tout le monde. Tu prends tes burritos, on peut plus poser les burritos au milieu, tu vois, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a un truc qu'il faut pas négliger avec ça, le fait que le produit soit ultra, méga, archi robuste. Le 1DX Mark II n'est pas comparable avec un GH5, avec un Sony. Pourquoi? C'est très simple. Alors déjà j'ai pu réaliser un shooting récemment avec l'armée de l'air. Un truc de ouf. Pendant 2h01 exactement, j'avais l'hélico avec la porte ouverte. Ressenti, -5, -10 degrés dans l'hélico. Les photos sont folles. La batterie était chargée à 100%. À la fin, on pose l'hélico, la batterie me lâche, 2h01. Tous les téléphones s'étaient éteints. Les téléphones que j'avais dans la poche, les téléphones des collègues, les téléphones des pilotes,
tous éteints, batterie à plat, tellement il faisait froid parce que j'avais demandé spécialement que si je faisais ce tour là, je voulais absolument toutes les fenêtres ouvertes pour avoir vraiment le rendu où j'avais l'appareil photo dehors. J'aurais jamais pu le faire avec un autre appareil parce que ça aurait été beaucoup trop fragile. Les objectifs aussi de la gamme Canon qui sont tropicalisés, je t'assure, je l'ai fait vraiment, j'avais fait avec le Mark IV et le 1DX, t'es en train de skier, t'as la bandoulière avec le Canon qui est à l'air libre, tu t'en fous, il fait moins 10 degrés mais tu t'en fous. Tu prends l'appareil, tu le lances dans la neige mec, et il bouge pas. S'il pleut et qu'il y a une averse qui tombe mais il s'en bat les couilles. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que si tu vas analyser le boîtier, en fait t'as plein d'interstices qui font que l'eau ressort et que ne stagne pas et que l'humidité du coup n'attaque pas les composants de l'appareil photo. C'est la grosse différence pour moi avec n'importe quel autre appareil. Le 1DX, tu payes 6000 balles pour avoir un chien-chien qui te suit n'importe où dans ta vie et qui te lâche pas. Je prendrai jamais un A7S II pour faire des plans dans la neige. Jamais. Parce que la batterie elle est toute petite, parce que c'est un cache en plastique qui te cache la batterie et ça n'a rien à voir. Là tu vois la taille de la batterie, ça n'a rien à voir. Tu vois la façon dont elle est faite comparée à d'autres appareils. Donc c'est juste le point pour moi aujourd'hui qui déglingue toutes les caméras. Peut-être un petit mot sur les menus, c'est hyper simple aussi en termes de menus. Quand tu viens de... Moi j'ai commencé avec un GH4 et je trouvais ça hyper cool au début. J'ai testé le Sony, j'ai fait oh là là les menus sont vraiment complexes. J'ai du mal, après c'est une habitude. Hein. C'est pas le plus important quand on choisit une caméra. Mais c'est vrai que c'est simple, on se repère facilement. Moi j'ai toujours préféré les menus Canon à ceux de Panasonic ou de Sony. L'écran est tactile pour la mise au point. Ouais. Mais pas dans les menus. Exactement. C'est très frustrant. Ouais, c'est vrai que parce que le 5D Mark IV c'est trop pratique quand t'es là et que tu vas accéder directement au menu extrême droite, boum, tu cliques. Le 6D Mark II aussi, ouais. Aussi. Donc ça m'a un peu frustré. Tu vois, je me suis dit putain, mais ils ont fait la mise au point automatique, enfin avec le doigt où tu peux toucher directement le visage ou autre et tu peux pas le faire. Ouais, voilà. Exactement. Voilà pour la prise en main. Ouais. Maintenant peut-être qu'on va parler un peu de la qualité d'image, parce que c'est quand même le cœur du truc. C'est ce qui fait que c'est beau quoi. Bah t'as plus de 18 millions de pixels, t'as un grand capteur. Un grand capteur. Yes, j'allais le dire dans la vidéo. J'étais tellement excité que la vidéo que j'ai faite, la première sur le 1DX, j'étais en mode oui, après c'est de la PSC et je me suis pas rendu compte une seconde, j'étais en mode mais t'es trop con mec, c'est pas pour ça que tu l'as acheté, au contraire, mais t'es débile. Non, c'est bien du plat format, du full frame. C'est ça. Full frame, l'avantage c'est qu'il tourne en Full HD jusqu'à 120 images par seconde. On va en parler juste après, on va parler spécifiquement de cette partie-là. Il fait de la 4K à 25, à 50. Il a une gamme dynamique qui n'est pas très importante. La gamme dynamique, donc c'est le niveau de détail qu'on voit dans les blancs de l'image, les parties très lumineuses. Là, c'est du 8 bits. C'est du 8 bits déjà, moins élevé qu'un Sony par exemple. Par contre, il y a une espèce de, je sais pas comment dire, un réalisme dans l'image. Moi, quand je vois un plan qui est tourné au 1DX, je vois la différence. En fait, je suis tellement habitué à voir des plans soit au Mark IV, soit au 1DX Mark II. J'arrive pas à dire la face caméra que je vois une différence. Si demain tu nous fais faire un test à l'aveugle où tu nous mets les deux mêmes plans avec l'une et l'autre, s'ils ont les mêmes objectifs, tu vois par exemple les Tamron ou les Sigma qui peuvent avoir plusieurs montures, je sais pas si j'arriverai à voir la différence. En même temps, moi c'est pas forcément lié au 1DX, je parle aussi peut-être du rendu Canon full frame. Aussi. Où je vois, tu vois quand je fais un plan avec le 6D Mark II, alors certes même si le débit n'est pas aussi important, on a aussi ce rendu full frame Canon que j'aime bien, mais après c'est très personnel encore une fois. Bien sûr. Peut-être un mot sur le débit aussi. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le 1DX utilise un débit qui est très élevé. Alors je sais que par exemple pour l'ultra slow motion, le 120 images par seconde, on est à 380 mégabits par seconde, quand un GH5 ou un A7 III sont environ à 100 ou 200 mégabits par seconde. C'est pour ça aussi qu'on a une qualité et plus d'informations dans l'image, c'est qu'on a un débit plus important. En 4K à 25 images par seconde, je crois qu'on est à 500 mégabits par seconde. En 50 images par seconde, on est à 800, donc c'est énorme. Le problème aussi, c'est que ça prend beaucoup de place. En termes de stockage, ne m'en parle pas. Très lourd. Tu sais combien font mes vidéos en général? Une vidéo face caméra déballage, elle fait entre 200 et 250 gigas. Moi pour Bali, j'avais 2 semaines ou 3 semaines de shoot, j'ai pris 2 Tera. Ouais, c'est ça. Voilà. Après les gens ils sont là, 30 Tera ça sert à rien. Mais donc, ça dépend avec quoi tu filmes. Même si vous avez l'argent pour l'acheter et que vous adorez la qualité d'image, il faut aussi penser au stockage derrière. Et tout ce qui se passe derrière, parce que si... Et tout l'écosystème. Voilà, si t'as un ordi de merde et que tu dois faire des rendus proxy, tu sais, des faux rendus de 720p, ça va te prendre 3 plombes pour rien. Donc il faut avoir une bête de course derrière qui te permet d'éditer en intégrale sur Premiere et autres, de la 4K30, de la 4K60. Voilà, il faut le prendre en compte. Peut-être un mot sur l'ultra slow motion. Alors moi j'utilise beaucoup. Moi non. Cet appareil filme en Full HD à 100 ou même 120 images par seconde. Donc ça fait de l'ultra ralenti. On va faire quelques plans juste après. Peter McKinnon aussi. Exactement, on va se balader dehors pour en faire quelques-uns. Tu filmes tout en 1080p toi là? Alors là c'est en 1080 avec le 6D Mark II, ouais. Pourquoi? Je sais pas, moi je filme tout en 4K. C'est vrai? Toute ma prod est en 4K 25 j'ai fait une vidéo ou 4K 50. L'avantage c'est que toi tes images vont durer plus longtemps. Ouais, je sais pas, en fait j'adore
prendre le maximum des appareils, Ouais. tu vois. Après, je comprends l'intérêt pour le coup de la 1080p 120, mais par exemple dans un vlog, je vais jamais filmer des actions qui nécessitent le 120 images secondes. Pour moi, le 50 images secondes avec, tu sais, le petit flux optique dans Premiere, Ouais. la petite option qui te permet d'avoir de créer des images, voilà. des fausses images en fait qui vont Entre les deux, ralentir encore plus l'image. tu fais du 50 plan. images secondes, tu le divises par 2 ou par limite 3 avec le flux optique, c'est nickel, Ouais. tu vois, ça passe. Moi, je suis un grand fan de 100 images par seconde, j'utilise Ok. beaucoup. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens achètent cet appareil. C'est parce qu'il a donc un 100 images par seconde avec beaucoup d'informations. Bon, on va le tester juste après. Et Carrément. je vais t'envoyer les rushs, tu me diras ce que t'en penses. Avec Peut-être plaisir. Peut-être que tu utiliseras un petit peu plus. Ça roule. Donc ça, voilà, c'est une des grosses caractéristiques aussi de l'appareil. Et peut-être pour finir, l'autofocus. Autofocus vidéo, Double. c'est un gros sujet. Dual AF. Voilà, pendant très longtemps, il y avait des mauvais autofocus vidéo sur les appareils. Canon a l'autofocus dual pixel qui fonctionne très Ouais. bien, ce qui fait que quand on se filme comme ça, le focus se fait directement sur nos Ouais. visages et de façon hyper smooth. On peut paramétrer la vitesse de changement de focus. C'est super agréable, surtout pour par exemple les barres de travelling. J'ai 2 barres de travelling, une petite, une grande, et elles sont électroniques. Ce qui est super pratique, c'est que par exemple, je prends le casque Bose qui est en face de moi, et la barre de travelling bouge toute seule, et mon appareil ne perd pas le point, peu importe où il est. Il va jamais faire un, comment on appelle ça, Pomper, ouais. Ouais, pomper, il va jamais Ouais, pomper, tu exactement. vois, voilà. Donc c'est les gros intérêts pour moi des beaux objectifs aussi, ça dépend de ton objectif. Si tu mets un 50 mm 1.8 sur ça, attends pas un pixel au dual pixel de ouf, parce que évidemment tu es sur un objectif entrée de gamme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on met des optiques Canon sur le 1DX Ouais. Mark II, on aura quand même un meilleur autofocus que si on met du Sigma. Il reste quand même très bon. Mais Moi je vois pas la différence, hein. Si, il y en a une. Ah ouais, moi le Tamron par exemple, à chaque fois que Florian me filme et autres, ou que Ouais. je le filme, je Mais vois vraiment pas la différence. Ça reste très bon. Hein. C'est Ah juste, ouais, par exemple, ok. Moi, je sais que c'est surtout pour les photographes D'accord. qui ont besoin d'un autofocus très réactif. Pour en photo. l'AI cerveau par exemple en photo. Ouais, exactement. Ok, Notamment les optiques Sigma sont un tout petit peu plus lentes. En D'accord. vidéo, ça se voit Ok. quasiment pas. ok. Mais ça, c'est hyper utile pour les créateurs de contenu puisque moi, quand je me filme, je mets toujours autofocus vidéo pour être toujours net. Et c'est vrai que le dual pixel est très bien. Je sais que Sony se rattrape pas mal. Ouais. Un bon autofocus. Panasonic vient de sortir un nouveau un update Ouais, du c'est firmware. ça. Ce qui paraît, ça s'est amélioré parce Voilà. que c'était pas la folie non plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'autofocus Et il y a Canon, Nikon, à ce qui paraît, Nikon qui sort pour Mais le j'ai hâte coup de là, tester le Z6 ou voilà, le Z7. c'est ça. Et les derniers, ça. Enfin, moi j'en ai entendu que du bien. Maintenant, j'ai jamais utilisé de Ouais. Nikon, tu vois, donc je sais pas. Donc c'est aussi un gros point positif du 1DX. Alors par contre, on n'a pas parlé tout à l'heure dans la prise en main, c'est l'écran qui ne se retourne pas. Alors ça, c'est vraiment un des points noirs du 1DX Mark II. J'en Pour ai- les créateurs de contenu, on regrette de ne pas avoir cet écran qui se retourne pour se voir. J'ai C'est l'explication. C'est trop fragile. J'en ai parlé, je C'est trop t'assure. fragile, je sais. Ouais, c'est Tout ça. le monde m'a dit ça sur la chaîne. Mais Je en me fait, demandais, vraiment, c'est les chefs de produits de chez Canon et sur les autres gros appareils qui veulent ça. Ils te disent qu'en gros, le produit coûte tellement cher et ils font pas autant d'éditions d'un 1DX Mark II que d'un 60D, tu vois, évidemment, puisque c'est moins grand public, c'est que ça va moins se vendre. C'est beaucoup de locations, par exemple, qui marchent avec ce genre d'appareil-là, donc moins de ventes au global. Si tu mets un écran orientable, bah justement, il y a plus de casse, plus de retours SAV, et à ce qui paraît, ils seraient perdants là-dessus. Quand tu te dis que tu arrives aujourd'hui à faire réatterrir une fusée, tu vas pas me dire que tu n'arrives pas à faire un écran un peu plus, tu vois, robuste. La problématique des écrans orientables, je pense, va évoluer parce que YouTube se développe énormément, la Bien création sûr. de contenu vidéo se développe énormément et plein de gens ont besoin de cet écran-là. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que moi, en tant que spécialiste vidéo, dès qu'il y a une caméra qui Bien sort, sûr. je me dis, bah, ils vont mettre l'écran orientable. Mais tu sais Et que en fait, encore aujourd'hui, il y a encore plein de caméras Mais qui se retrouvent je- comme ça. peut-être que j'ai tort, mais je pense que plutôt que l'écran orientable, quand tu vois sur le DJI Osmo Pocket qu'un si petit écran te permet d'entrevoir et d'apercevoir correctement ton plan, je me dis qu'à mon avis, Un retour vidéo devant, exactement. par exemple. Je pense que Mais ça un sera retour, le quoi. plus simple. Voilà, je pense que tu auras peut-être limite un petit truc qui dépassera ou autre avec un mini retour vidéo comme un miroir, tu vois. Je pense que ça sera plus ça à l'avenir pour garder ce côté compact et robuste. Et qui peuvent essayer de rendre l'appareil compact, bah, ça évite à ce qu'il y ait des casses plus fréquentes, je pense. Ouais. Donc voilà un peu notre ressenti sur le 1DX. On verra vers quoi on évoluera, mais pour l'instant, en tout cas, moi, c'est une caméra que j'adore. Ouais. Bon, maintenant, est-ce qu'on est pas faire des plans C'est parti, mec, je avec peux le plus. 1DX dehors? Allez, c'est parti.
Voilà, j'espère que cette discussion avec Romain vous a plu. Je trouve ça très enrichissant d'avoir différents avis de différents créateurs avec des façons de procéder différentes, des besoins différents. Surtout, dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé et si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos où je vais à la rencontre de créateurs comme celle-ci à l'avenir. Pour commencer, je suis entièrement d'accord avec Romain. Il n'y a pas besoin d'avoir une caméra aussi chère à ce prix-là pour faire de belles vidéos. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte dans la création d'une bonne vidéo, comme la lumière par exemple et surtout la créativité. C'est le vidéaste, la personne qui tient la caméra qui fait la vidéo et pas le matériel. Si vous mettez un bon réalisateur, un bon vidéaste, il fera une bonne vidéo. Peu importe le matériel, que ce soit un smartphone, une caméra réflexe ou hybride, entrée de gamme ou une RED. Pas parce que vous achetez demain une caméra à 5000 € que vous allez faire subitement des bonnes vidéos. Donc entraînez-vous avec des caméras entrée de gamme et petit à petit achetez des caméras de plus en plus chères si vous en avez le besoin. Ça m'amène au deuxième point avec lequel je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut avoir la bonne utilité, les bons besoins pour acheter cette caméra, une caméra comme le 1DX Mark II. Alors si on revient à moi, pourquoi j'ai acheté le 1DX Mark II? Eh bien tout simplement parce que j'ai une chaîne YouTube sur la vidéo. En parallèle, j'ai une boîte de production audiovisuelle. Donc mon but avec ma caméra, mon besoin fondamental, c'est d'avoir la meilleure qualité d'image possible et aussi d'avoir une certaine facilité d'utilisation parce que je suis persuadé que plus on a une bonne prise en main avec sa caméra, plus on est à l'aise, plus ça va être facile de créer de bonnes vidéos. Donc c'était vraiment mes deux critères, la meilleure qualité d'image possible sur le marché, qui puisse faire des photos et des vidéos puisque je voulais aussi avoir des vignettes pour YouTube, pouvoir alimenter mon compte Instagram. Donc c'était important que ce soit un réflexe ou un hybride et pas une caméra de cinéma. Et deuxième critère, la facilité d'utilisation. Sachant que j'avais un budget assez élevé puisque c'est un achat professionnel que je vais amortir sur les années. Donc c'est important aussi d'avoir un budget et faire en sorte que votre caméra rentre dans ce budget. Maintenant, je vais partager avec vous les 4 éléments qui font que j'ai acheté cette caméra et pas une autre malgré son prix élevé. Le premier, c'est le fait d'avoir un capteur plein format ou full frame. Alors c'était très important pour moi d'avoir un capteur plein format pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'avec un capteur plein format, vous allez beaucoup plus facilement équiper votre appareil de focale courte, donc des grands angles, puisqu'il n'y a pas de coefficient multiplicateur avec un capteur plein format ou full frame. Deuxième chose, c'est très facile d'obtenir ce look avec une faible profondeur de champ et d'avoir un joli flou d'arrière-plan avec un capteur plein format, beaucoup plus facilement qu'avec un capteur plus petit comme un APS-C ou un micro 4/3. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai été longtemps sur le GH4 et le GH5 qui ont un capteur micro 4/3, donc 2 fois plus petit que le plein format. Et c'est difficile d'avoir une faible profondeur de champ. Donc j'utilisais mon GH4 et mon GH5 avec un speed booster pour avoir plus de lumière. Mais le problème, c'est qu'en utilisant un speed booster, ça entraîne pas mal de défauts sur le GH4 et le GH5, notamment la dégradation de l'autofocus. Autre avantage du plein format, la sensibilité en basse lumière. Avoir un plus grand capteur fait qu'il y a plus de lumière qui va arriver dessus, donc vous allez avoir de meilleures performances en basse lumière. Donc c'est un peu un tout qui fait que c'était important pour moi d'avoir un capteur plein format. Deuxième chose, la qualité d'image. J'ai été vraiment surpris en testant le 1DX puisque je trouve qu'il y a vraiment un gap de qualité d'image globale. Alors c'est subjectif, mais en tout cas c'est mon ressenti entre le 1DX et par exemple un GH5 ou un Sony A7R, ce que vous voulez. Et je dirais que c'est principalement pour deux raisons. La première, on l'a évoqué avec Romain, c'est le fait qu'il y a un débit très important dans les fichiers du 1DX Mark II. Et le deuxième, c'est les couleurs. Canon a une science des couleurs qui est reconnue et je trouve que les teints de peau ou les couleurs généralement sont bien meilleurs sur un appareil Canon que sur du Sony ou du Panasonic. Et pour finir, je dirais qu'il y a une troisième chose, c'est un peu le réalisme de l'image. Je trouve que l'image fait beaucoup plus digitale, beaucoup plus numérique sur un Sony ou sur un GH5 que sur un Canon. J'ai l'impression qu'on est plus dans une image réelle. Troisième point, les specs vidéo. C'est aujourd'hui le seul appareil plein format à proposer de la 4K à 50 images par seconde. Et c'était important pour moi, même si je n'utilise pas la 4K tous les jours. Pour mes tutos par exemple, je n'utilise pas du tout la 4K. Mais dès que je pars en voyage et que je veux faire une grosse production, j'utilise la 4K et d'avoir de la 4K à 50 images par seconde permet d'avoir du ralenti en 4K, ce qui est énorme. Et comme je vous l'ai dit à l'époque et même aujourd'hui, le 1DX Mark II est toujours la seule caméra à proposer de la 4K à 50 images par seconde en full frame. Autre chose, le 100 images par seconde est de très bonne qualité. Alors il y a d'autres appareils comme le Sony A7 III qui propose du 100 images par seconde, mais le débit est bien moins important. Alors que sur le 1DX Mark II, il y a beaucoup d'informations et on a franchement un 100 images par seconde hyper qualitatif. Et moi, j'utilise énormément ce mode-là pour mes tutos. Quasiment tous les plans de coupe ou les b-roll, comme on appelle ça, que vous voyez dans mes vidéos sont tournés à 100 images par seconde avec le 1DX. Et franchement, il n'y a pas de match, c'est le meilleur 100 images par seconde du marché. Et enfin, quatrième raison, la facilité d'utilisation. C'est très facile pour moi de créer du contenu avec le 1DX.
en fait tous les appareils Canon. J'ai vraiment une facilité de prise en main avec les menus, les boutons. Je trouve ça beaucoup plus agréable. J'aimais beaucoup le GH4 aussi et le GH5, mais quand je suis passé sur le 1DX Mark II et sur l'écosystème Canon, je me sens beaucoup plus à l'aise pour créer du contenu. Et pour moi, je vous le redis, c'est primordial d'avoir une caméra avec laquelle vous vous sentez à l'aise, qui vous aide à créer du contenu facilement. C'est déjà pas facile d'en faire, alors si on peut être à l'aise avec sa caméra et sa prise en main, c'est un gros plus. Après, on en a pas mal parlé dans la vidéo avec Romain, c'est un appareil qui est aussi très robuste, qui résiste bien aux intempéries et qui est fait pour les conditions extrêmes. Alors, ce n'était pas du tout un critère d'achat pour moi, mais tant mieux, puisque comme je fais beaucoup de vidéos de voyage, c'est vrai qu'il m'arrive de prendre ma caméra dans des conditions un peu compliquées. Et pour ce qui est du poids, évidemment que c'est un point négatif. Je préférais avoir une caméra plus légère, mais c'est pas un si gros souci pour moi, je me suis habitué. Et par ailleurs, comme je disais, c'est parfois un avantage puisque je préfère de loin le look d'un capteur qui n'est pas stabilisé, mais stabilisé uniquement grâce au poids. Je trouve ça plus naturel, plus cinématographique que tous les capteurs stabilisés. J'aime pas, alors c'est personnel, mais je trouve que ça crée un peu des artefacts sur l'image et que ça rend vraiment amateur. Donc, le poids du 1DX est un inconvénient évidemment, mais ça peut être aussi un avantage quand il s'agit de stabiliser sa caméra. Pour finir, deux dernières choses. Est-ce que le 1DX est la meilleure caméra? Non, c'est pas la meilleure caméra. C'est la meilleure caméra pour moi parce que c'est la caméra qui remplit la majorité de mes besoins et qui rentre dans mon budget. Donc c'est ça la meilleure caméra en fait. C'est la caméra qui répond à vos besoins le mieux possible puisque c'est impossible, j'en suis persuadé, de répondre à tous les besoins avec une caméra. D'ailleurs, le 1DX ne répond pas à tous les besoins. Il n'a pas d'écran qui se retourne et il est lourd. Donc c'est deux choses qui font que c'est très compliqué de sortir son 1DX dehors et de se filmer. C'est pour ça que j'ai acheté aussi le 6D Mark II. Et d'ailleurs, c'est cool. Je peux que vous conseiller d'avoir un écosystème dans une même marque puisqu'on a le même look, même rendu de couleur entre le Canon 1DX Mark II et le Canon 6D, même si les débits sont différents, évidemment, ce n'est pas des caméras de la même gamme, mais elles sont très complémentaires. Donc, la meilleure caméra, c'est la caméra qui répond au mieux à vos besoins et qui se situe dans votre budget. D'ailleurs, je le répète, mais si ça vous intéresse, je ferai prochainement une vidéo pour vous aider à choisir la meilleure caméra pour vous. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous mets un petit sondage juste ici. Et enfin, dernière chose, est-ce que le 1DX est démodé en 2019? Eh bien écoutez, j'ai testé pas mal de caméras cette année et pour l'instant, aucune d'entre elles ne détrône mon 1DX Mark II. Alors ensuite, il y a plein de super caméras sur le marché et les nouvelles qui arrivent. Je sais que Panasonic annonce le plein format, j'ai hâte de voir ça. Sony propose aussi de super boîtiers qui sont en plein format, qui font de la 4K, qui font du 100 images par seconde, mais pas encore selon moi au niveau du 1DX Mark II et un peu compliqué dans l'utilisation. Le Canon EOS R et pas du tout au niveau pour moi, mais peut-être que la version 2 saura me convaincre et j'aime notamment le fait qu'on puisse mettre des filtres ND entre le boîtier et l'objectif. Je pense que ça pourrait être révolutionnaire. Donc on verra ce que nous concocte 2019. J'espère que ça va être une bonne année. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et vous avez mieux compris pourquoi j'ai fait le choix d'acheter un Canon 1DX Mark II. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Encore bonne année et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!